Amis de l'Afrique, nous recevons aujourd'hui une dame africaine qui s'appelle Edwige Nechama Sosa et qui a rédigé un ouvrage intéressant pour les Africains et l'ouvrage s'intitule Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Madame Sosa, bonsoir. Bonsoir. Avant de demander votre parcours, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à remplir des pages blanches pour en faire un livre, au lieu de dormir calmement le soir comme tout le monde? En fait, c'est parce que j'ai suivi pendant presque 2 ans des négociations ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. On quittait la convention de Lomé en 98, en 98, et on négociait pour signer un nouvel accord, l'accord de Cotonou. Et donc, forte de ces expériences pratiques, je me suis dit, il faut écrire un livre, il faut condenser tout ce que j'ai reçu comme information, et c'est pour ça que j'ai écrit 2 livres. D'abord un premier livre qui s'intitule Vers une nouvelle stratégie politique, je parle beaucoup de stratégie évidemment, et un deuxième livre, comme vous l'avez dit, Monsieur Chekfita, Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe, parce que je pense que maintenant il est grand temps que l'Afrique aussi puisse élaborer des stratégies gagnantes, de telle sorte que quand elle négocie avec la partie européenne, eh bien elle n'arrive pas en rang dispersé, mais arrive avec une stratégie commune face à l'Union européenne. Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Oui. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs et nos téléspectateurs? Oui, eh bien je suis Edwige Nechama Sosa, je suis ivoirienne et belge, j'ai les 2 nationalités, j'ai la chance d'avoir les 2 nationalités. J'ai fait mes études à Paris, un DUC de droit, puis une spécialisation en relations internationales. J'ai suivi les négociations avec l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, via les ACP et l'Union européenne. Négociations ont quitté en fait la convention de Lomé pour négocier et signer l'accord de Cotonou. Forte de mes expériences de négociation, j'ai écrit 2 livres. Un premier livre qui s'intitule Vers une nouvelle stratégie politique et un deuxième livre qui s'intitule Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe, parce que je pense que l'Afrique et l'Europe ont des intérêts communs et qu'il est temps maintenant que le développement de l'Europe serve de levier au développement de l'Afrique. Bien, est-ce que vous pouvez en quelques mots, en quelques minutes, nous donner le résumé de cet ouvrage que j'ai entre mes mains? Oui, alors d'abord je parle de stratégie, parce que en fait pour moi, rien ne peut se faire sans stratégie. Donc je parle de la crise politique, de la crise économique, de la crise des sociétés, de la crise de civilisation aussi, et je dis qu'on doit développer la stratégie, cet outil de réflexion qui nous permet de développer des moyens d'action. Donc, dans mon livre, j'évoque la stratégie et je dis qu'en Afrique, on doit développer la stratégie. Parce que sans stratégie, la crise que nous subissons de plein fouet, la crise que subit l'Afrique, que subit l'Europe, que subit le monde, elle va aller en fonction des pulsions. Or, quand on a une stratégie en vue, quand on adopte une réflexion stratégique, ça nous permet de canaliser les choses et de savoir où on va. Bien, vous dites nous, vous sous-entendez nous les Africains? Nous les Africains, parce que j'ai l'impression, moi j'ai assisté aux négociations ACP-UE, et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai noté que les Européens arrivent toujours avec leur stratégie. Malheureusement, nous, Africains, on arrive un petit peu en rang dispersé. On n'a pas de stratégie, on répond à l'Union européenne, on n'anticipe pas les choses. Et nous devons, nous, Africains, nous prendre les choses en main et développer justement un outil stratégique de telle sorte que quand on va aux négociations, on ne va pas en rang dispersé, mais on va uni avec un plan, avec une stratégie à adopter pour que l'Europe puisse prendre en compte, nous aussi, notre avis et notre stratégie. Eux, ils ont leur stratégie quand ils viennent en négociation. Nous aussi, nous devons avoir notre stratégie. Et j'œuvre vraiment pour de nouvelles stratégies politiques entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce que l'Afrique existe vraiment en tant qu'entité unitaire où on n'est pas en présence d'une quarantaine d'États, les uns mis à côté des autres, chacun évoluant selon ses principes? C'est-à-dire que, moi je parle pour mon expérience personnelle, les ACP, donc l'Afrique,
Chaque pays, évidemment, plaide pour sa paroisse, on va dire ça comme ça. Mais il y a quand même un sentiment collectif, un sentiment d'unité. Enfin, il doit y avoir un sentiment d'unité pour que justement les Africains, quand ils vont négocier auprès de l'Union européenne, puissent avoir une stratégie commune. Bien entendu que chaque pays a ses réalités. Les problèmes de l'Afrique, le problème de la Côte d'Ivoire, par exemple, n'est pas le même que celui du Bénin ou celui du Congo. Cependant, il devrait y avoir des stratégies communes quand même, parce qu'on a des intérêts communs. Parce que l'Afrique est une, mine de rien. Oui, une du point de vue géographique, oui. Effectivement. Avant que l'on revienne à cette question qui est assez pertinente, est-ce que vous pouvez donner des exemples de stratégies qu'on peut retrouver dans votre ouvrage et que les Africains n'appliquent pas? Par exemple, au niveau de l'agriculture, je prends l'exemple de l'agriculture, il y a plein d'autres exemples, mais l'agriculture est un exemple frappant dans le sens où on a tout en Afrique et on ne sait pas valoriser l'agriculture, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, etc. et j'en passe, tous ces États africains ont une agriculture importante. Et je prends l'exemple d'Israël. Israël, en 1946, quand ils sont revenus chez eux, ils ont d'abord développé l'agriculture parce qu'ils ont d'abord pensé au ventre de leurs enfants. Nous, en Afrique, on a privilégié le côté industrie, ce qui est beaucoup plus performant, ce qui nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Or, l'agriculture, on sème du manioc, on récolte du manioc instantanément. Exemple, idem pour le riz, etc. Et donc, je pense qu'au niveau de l'agriculture, donc au niveau de nourrir la population africaine, parce que c'est le grand défi du XXIe siècle, comment nourrir les Africains. Et donc, ce qui est important, à mon sens, c'est de développer une stratégie commune au niveau de l'agriculture qui fasse en sorte que les Africains fassent comme les Israéliens ont fait à une période bien précise, c'est-à-dire s'occuper du ventre de leurs enfants. Oui, un autre exemple, en dehors de l'agriculture? En dehors de l'agriculture, il y a aussi l'exemple au niveau minier, par exemple. Au niveau minier, on voit bien qu'il y a des États africains qui sont riches. Le Congo, par exemple, c'est un pays extrêmement riche en ressources minières. Il y a d'autres pays africains aussi qui sont riches en ressources minières. Et donc, je prends l'exemple de la convention de Lomé auparavant, où on avait développé le SISMIN, justement un accord précis par rapport aux mines. Et je dis que là aussi, on doit développer un outil stratégique pour valoriser nos ressources minières. Et que ces ressources minières puissent servir aussi à l'Afrique. Importation, oui, mais que l'argent puisse servir à l'Afrique. Bon, je vais revenir à ma question de départ par rapport à une Afrique qui est une, en dehors du fait que c'est un continent. Et quel lien, en dehors des liens géographiques, y a-t-il entre les pays africains? Mais il y a un lien de civilisation. Un lien de civilisation. La civilisation africaine, elle est une. Quand on dit que l'Afrique est une et indivisible, et normalement doit être indivisible, il y a une civilisation africaine. Et cette civilisation africaine doit être valorisée. Il y a aussi la culture africaine, qui est une culture riche, extraordinaire. Et ça, les Européens l'ont compris. Ils s'approprient même notre culture parce qu'ils se sont rendus compte que la culture africaine est une richesse incroyable. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a matière à agir. Bien. Il y a une phrase célèbre que vous devez sûrement connaître qui dit « Faites-moi de la bonne politique, je vous ferai une bonne économie ». Oui. Est-ce que on peut parler d'une bonne économie avec l'image que l'Afrique présente politiquement aujourd'hui, que les pays africains présentent aujourd'hui? Je pose la question d'une façon générale et je poserai la question pour des cas particuliers. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne économie? Là aussi c'est variable. De façon globale, de façon générale, je pense qu'on peut parler d'une bonne économie. L'Afrique est en train de développer son économie. Elle est sur la bonne voie. C'est pas l'Afrique d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Donc, en ce moment, l'Afrique a pris conscience qu'il faut absolument qu'elle développe son économie. Et je pense qu'elle est sur la bonne voie à ce niveau-là. Oui, je vais aller un peu plus en profondeur. Quand on voit le parcours politique de nos dirigeants, oui. On sait quand ils arrivent, souvent on ne sait pas quand ils partent, oui. Et puis ils refusent de partir. Oui. Les cas font légion. Oui. Pensez-vous que des gens comme ça
ils développent quelle stratégie quand ils sont au pouvoir? Pour une stratégie gagnante ou une stratégie pour rester au pouvoir, quitte à sacrifier le développement du pays? Mais là, je pense que ce problème n'est pas un problème qu'africain, c'est un problème qu'on rencontre aussi en Europe. En Belgique, on constate aussi qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui s'éternisent en politique et qui ne veulent pas partir. En France, c'est pareil. Donc, le problème, ce n'est pas qu'un problème africain. Je pense que quand on a le goût pour la politique, on a envie de s'éterniser. C'est un problème collectif, un problème mondial. Parce qu'on stigmatise souvent l'Afrique et les Africains en disant oh ben eux, ils s'éternisent au pouvoir. Mais si on regarde les choses avec lucidité, avec froideur, on se rend compte qu'en Belgique aussi c'est la même chose, qu'en France c'est la même chose, et qu'on retrouve la plupart du temps les mêmes têtes. Madame Sosa, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fonction de chef de l'État en Afrique, au vu donc de ce que vous avez écrit dans votre ouvrage? Je pense que la fonction de chef d'État est une fonction très sérieuse. Pour embrayer sur votre question précédente, je conçois tout à fait qu'il ne faille pas que nos responsables politiques s'éternisent au pouvoir. La fonction de chef d'État requiert une certaine lucidité. Et donc, on ne peut pas être lucide pendant 40 ans ou 50 ans. Ça, c'est pas vrai. Et donc, à ce niveau-là, je trouve qu'effectivement, il doit y avoir, à un moment donné, une prise de conscience générale, collective, et se dire qu'il est bon de s'arrêter à un moment donné parce qu'on ne peut plus, on n'a plus cette lucidité, on n'a plus cette vision. Parce qu'un chef d'État doit avoir une vision stratégique, une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble ne peut pas être la même quand on débute jusque quand on finit. Et donc, il est bon effectivement que nos responsables politiques prennent l'enjeu, la mesure des enjeux et se disent que on ne doit pas s'éterniser au pouvoir, parce que ce n'est pas possible d'avoir cette même lucidité et la même réflexion et la même vision. Bon, bien, nous rentrons encore en profondeur par rapport à votre ouvrage. Vous avez dit stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Vous savez comment l'Europe est arrivée en Afrique? Oui. Nous ne les avions pas invités. Non. Ils avaient des problèmes. C'est pour ça qu'ils sont venus. Absolument. Ces problèmes-là ont été résolus dans l'entretemps, après leur présence d'un ou deux siècles sur le continent africain. Les problèmes de l'Europe? Oui, qui les ont poussés à venir en Afrique. Certains problèmes ont été résolus, mais pas tous les problèmes. Celui des matières premières, par exemple. Ça n'a pas été résolu. Ça n'a pas été résolu. Et on le voit, je prends l'exemple, j'aime bien prendre l'exemple du Congo, parce que le Congo est un pays que j'affectionne particulièrement. C'est un pays très riche, un grand pays, d'où vraiment on trouve tout. Et pour répondre à votre question, le cas du Congo est un cas frappant. Un cas qui montre que rien n'est réglé. Et donc, comment peut-on faire une stratégie, une coopération gagnante, gagnant-gagnant comme on dit souvent, entre les Européens et les Africains? Eh bien ça, il faut une concertation pragmatique entre nos chefs d'État. C'est-à-dire que tous les pays africains qui ont des ressources minières doivent se mettre ensemble afin de développer une stratégie qui leur permette d'exporter les produits miniers, mais que ces produits miniers qu'ils exportent puissent servir aussi à la population. Ça, c'est capital et c'est important. On est dans du gagnant-gagnant si et seulement si les populations sont gagnantes aussi. On ne peut pas maintenant se passer de populations, comment dirais-je, et les laisser au bord du chemin. Non, les produits miniers qui sont des ressources très très importantes au Congo comme dans d'autres pays africains, eh bien ces ressources minières-là doivent faire l'objet d'une stratégie commune entre les États africains qui ont justement, comment dirais-je, des ressources minières abondantes. Depuis un certain temps, on a vu l'émergence de la Chine en Afrique. Quel lien avec votre ouvrage? Oui, alors, dans mon ouvrage, quand on va lire mon livre, on peut se dire « Edwige est contre la Chine ». Absolument pas. Je suis pragmatique. Je ne suis pas contre la Chine, je suis contre aucun pays en l'occurrence en tant que tel, sauf les pays qui sont totalitaires. Mais ce que je dis, c'est que le problème de la Chine, c'est qu'ils font, à mon sens, une seconde colonisation. Ils construisent en Afrique, c'est bien. Bon, ce qui unit la Chine surtout à l'Afrique, c'est la conférence de Bandung, les non-alignés de 1956. Et donc, il y a cet esprit de rapprochement, cet esprit de solidarité entre la Chine
et l'Afrique. Bon, pourquoi pas? Mais là où je condamne la Chine, c'est justement cette recolonisation qu'elle est en train de faire avec l'Afrique. Et ça, je suis un petit peu contre. Mais ça ne veut pas dire que je suis hostile à la Chine. Si la Chine, effectivement, réalise des choses importantes et des choses constructives en Afrique, pourquoi pas? Mais pas une seconde recolonisation. Et une autre question, c'est par rapport au conflit qu'il y a de temps en temps entre les États africains, alors qu'ici en Europe, ça n'existe plus. Et comment des gens qui se font la guerre, comme à la frontière justement de RD Congo, Ouganda, Rwanda, Burundi, comment des gens qui se font la guerre peuvent-ils en même temps faire des stratégies communes? Oui, ça effectivement, en se faisant la guerre, il est difficile d'opter pour une stratégie commune. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pays-là qui sont en guerre, il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai que c'est assez lancinant quand on constate les problèmes du Congo, du Rwanda, etc. Je pense que là, les autres États africains doivent aider ces pays-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre tout de l'Europe. Parce qu'on a tendance à attendre que des solutions viennent de l'Europe, que ça tombe tout cuit. Non, il faut par exemple à ce niveau que l'Afrique, que les États africains se concertent, se réunissent en conférence et prennent la mesure des enjeux, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'il y a des États qui sont en guerre et qu'il faut intervenir d'abord géographiquement parlant. Et qu'est-ce que vous avez comme dernier mot, comme mot de la fin pour pousser les gens qui viennent de vous entendre à acheter votre ouvrage? Moi, je pense que ce livre-là, Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe, développe vraiment des stratégies gagnantes pour l'Afrique. Parce qu'il est temps maintenant que l'Afrique aussi gagne. Pendant longtemps, on a été, comment dirais-je, un peu en déphasage. On a été les parents pauvres un peu du monde. Et maintenant, en développant l'outil stratégique, c'est-à-dire cette méthode de réflexion, eh bien, on va pouvoir nous aussi se mettre on va nous aussi pouvoir assister au banquet de la nature, parce que pendant longtemps, l'Afrique a été absente à ce banquet de la nature. Et maintenant, au XXIe siècle, elle doit être présente avec toutes les ressources qu'elle a, avec toutes les richesses qu'elle a, avec tout le potentiel humain qu'elle a. Il n'y a pas de raison qu'elle soit absente au banquet de la nature. Et donc, mon livre, par excellence, prône justement cette stratégie que nous devons adopter. Nous devons faire corps avec la stratégie, de telle sorte que quand on va négocier avec l'Union européenne, nous n'avancions plus en rang dispersé, mais nous avancions avec des stratégies gagnantes pour l'Afrique et in fine pour l'Europe. Parce que quand on est en coopération, les intérêts sont communs. Donc si l'Afrique gagne, l'Europe n'en ressortira que gagnante. Interdépendance oblige. Madame Edwige Neshama Sosa, nous vous remercions. Je vous remercie.